La loi bioéthique, la célèbre loi bioéthique dont on parle depuis des mois, revient sur le tapis en force pour être votée le plus vite possible en catimini avant la fin du mois de juillet. C'était très important de remettre d'aplomb cette loi bioéthique après le déconfinement, parce qu'il fallait la voter très vite et la faire voter fin juillet quand tout le monde est à la plage en train de se baigner est une bonne solution pour éviter les manifestations, les protestations et je ne sais quoi d'autre. Cette loi bioéthique est connue, archi connue, je voudrais citer simplement 2 ou 3 exemples d'aggravation, car par rapport à la loi bioéthique d'origine, les aggravations sont multiples. Je vais simplement en citer 2 ou 3. Première aggravation, c'est la possibilité, presque l'obligation, de faire un tri d'embryons dès le départ de la grossesse. C'est très important. Il faut pouvoir trier les embryons. Celui-là, je n'en veux pas. Celui-là, j'en veux. Et donc, éliminer tout ce qui peut gêner. C'est ce qu'on appelle du bon gros eugénisme. Les nazis le pratiquaient parfaitement bien, les régimes communistes aussi. Nous allons accentuer considérablement l'eugénisme en France. Deuxième observation, les femmes homosexuelles vont avoir des possibilités accrues. Prenons l'exemple d'une femme homosexuelle, Madame X. Elle vit avec une femme homosexuelle, Madame Y. Madame X va transplanter son bas-ventre chez Madame Y, dans son bas-ventre. Le bas-ventre de Madame Y va être fécondé par un donneur anonyme Z, qui sera le père inconnu. Et nous allons donc avoir un petit bébé charmant qui va naître, qui va être doté de 2 mères, puisque sans la première mère, il ne serait pas né, et sans la seconde, il ne serait pas né, avec évidemment l'impossibilité de connaître son père. Tout cela est absolument magnifique, c'est une véritable proclamation d'amour de la famille au service de l'épanouissement de l'enfant et c'était important que cela puisse se faire avec évidemment le remboursement de la sécurité sociale à tous les étages. Mais ça, c'était tellement évident que j'ai même le tort d'en parler. Et puis, troisième observation, ça c'est très important, il faut développer les embryons homme-animal. Les embryons homme-animal. Oui, c'est très important de mélanger astucieusement la race humaine avec la race animale. Et quoi de mieux que de créer des embryons homme-animal? Vous imaginez, dans 20 ans, vous recevez un mail « Bonjour cher ami, je viens d'accoucher d'un corps de petite fille avec une tête de rat. » Ce sera magnifique, avec une adoption évidemment par Hidalgo qui aime tant la ratitude. Nous le voyons, la loi bioéthique nous promet des lendemains qui chantent, comme dans les pays communistes qui se sont écroulés d'un seul coup, et nous souhaitons, enfin ils ne se sont pas tous écroulés, il en reste malheureusement quelques-uns, dont la Chine et la Corée du Nord. Il nous reste à souhaiter que lorsque la relève va démarrer, les reconstructeurs n'hésiteront pas une seconde à détruire à coups de pioche cet arsenal épouvantable des déconstructeurs qui visent purement et simplement à détruire les belles personnes que sont les hommes, que sont les femmes et que sont les enfants, le tout réuni dans des familles heureuses. Il faudra tout démolir à coups de pioche et surtout ne pas penser que les lois sociétales ne peuvent plus jamais être touchées lorsqu'elles ont été votées, ce qui est une erreur que nous payons depuis 50 ans et c'est un piège épouvantable dont il faudra que les reconstructeurs nous fassent sortir. Qu'ils arrivent, ces reconstructeurs, le plus vite possible, c'est ce que nous pouvons souhaiter pour la France. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée, vous souhaite un 14 juillet à votre façon et vous dis à après-demain.
résultats du bac 2020 sont enfin tombés. Ils sont enthousiasmants. Avant le rattrapage, nous étions à 91% de taux de réussite et après le rattrapage, nous sommes à 96% de taux de réussite. C'est absolument grandiose. Et bien pourtant, je mets un tout petit bémol tout de même. Moi, j'aurais voulu que nous soyons à 105% de réussite. Oui, quand même, il faut qu'il y ait plus de diplômes que de diplômés. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de tripatouiller un petit peu les chiffres. Regardez, l'éducation nationale n'arrête pas de tripatouiller les chiffres. Avant, quand on avait 20 sur 20, c'était la perfection. 20 sur 20, la perfection était atteinte. Maintenant, avec notre éducation nationale, nous pouvons monter à 22 sur 20. Donc c'est de la surperfection, voire 23 sur 20. Et là c'est de la surperfection. Donc je pense que nous aurions pu avoir un succès pour la promotion 2020 du bac avec un taux de réussite de 105%. Alors maintenant, simplement quelques petits points de détail qui peuvent avoir leur importance tout de même. Nous savons de sources sûres, car nous en avons été informés, car chez TV Liberté, nous avons des informateurs tout de même. Nous savons que l'État, que le gouvernement, que l'éducation nationale, que les académies ont donné des ordres formels pour que les quartiers en difficulté, les banlieues difficiles, les villes en difficulté, les établissements scolaires en difficulté voient tout simplement leurs notes remonter au maximum autant que faire se peut. Il fallait aider les populations en difficulté. Et à l'inverse, avaient été donnés des ordres par l'État, le gouvernement, l'éducation nationale, les académies, pour que le secteur privé soit le plus possible saqué. Quand même, on n'allait pas permettre aux élèves du privé d'avoir facilement leur bac. Nous avions donc une discrimination positive pour une partie des élèves et une discrimination négative pour une autre partie des élèves. Ainsi marche l'éducation nationale. Et tout cela est extrêmement important pour la suite car les nouveaux bacheliers doivent rentrer dans le système Parcoursup pour pouvoir enfin être dans des universités et avoir des choix multiples et être finalement orientés vers telle ou telle direction. Et là, pour Parcoursup, l'État, le gouvernement, l'éducation nationale a donné des ordres formels pour que sur les dossiers qui étaient étudiés par ceux qui étudient Parcoursup pour orienter les élèves, c'est-à-dire en gros des fonctionnaires de l'éducation nationale, tous ceux qui venaient d'écoles privées, qui avaient eu des enfances heureuses, qui étaient dans des familles nombreuses, qui étaient éventuellement catholiques, qui faisaient éventuellement du scoutisme, tout cela devait être saqué le plus possible. Ça, c'était vraiment très important. Il fallait à nouveau que la discrimination se mette en route, positive pour les populations dites en difficulté et négative pour les populations dites privilégiées. Alors, quelquefois, l'éducation nationale va trop loin et je voudrais donner simplement l'exemple d'ordres mal suivis par des malheureux fonctionnaires locaux de l'éducation nationale qui, par exemple, dans des établissements hors contrat de l'ouest de la France, ont décidé de refuser la totalité des dossiers. Ce qui fait que dans ces 3 établissements hors contrat, le taux de réussite au bac était de 0%. Là, c'était tout de même excessif. Le grand Mamamouchi, la reine d'Angleterre, les autorités tibétaines et j'en passe, tout le monde s'y est mis et l'éducation nationale a reculé, a considéré les dossiers de ces 3 établissements hors contrat de l'ouest de la France et taux de réussite 100%, avec une moisson de mention très bien. Ce qui veut dire tout de même que dans les établissements hors contrat et sans qu'il y ait magouille d'aucune sorte, finalement, le taux de succès montre que la qualité de l'enseignement est là. Bref, et pour conclure cette chronique,
Je dirais simplement que nous attendons tous avec gourmandise ce qui sera concocté pour le bac 2021 par l'Éducation nationale, car chaque année les choses croissent et embellissent en termes d'imagination et surtout de discrimination. La fameuse devise de notre grande République, liberté, égalité, fraternité, pour l'éducation nationale, c'est la liberté dans la dictature, l'égalité dans la discrimination et la fraternité dans un socle de haine pour l'autre. Sur ces très belles paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une très belle soirée. Lorsque Manuchon a décidé de se présenter à la présidentielle de 2017, un très grand psychiatre italien avait fait une analyse de ce que faisait et disait Macron. Ce qu'il disait, quelles étaient les paroles qu'il employait, quels étaient les mots qu'il employait, quelle était la construction de ses phrases. Sur le plan de ce qu'il faisait, quelle était sa gestuelle, comment s'exprimait-il, que signifiait le bonhomme. Et la conclusion avait été extrêmement brutale et rude pour Manuchon. Manuchon avait un problème psychologique grave. Je n'entrerai pas dans le débat, beaucoup de psychiatres ont suivi ce grand psychiatre italien, je ne suis pas psychiatre moi-même et je laisse le débat ouvert. Cela dit, lorsque l'on voit le choix par Macronus de ses ministres, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. Comment a-t-il pu prendre comme ministre de l'Intérieur Castaner, le petit voyou de Marseille, le petit trafiquant de Marseille, chargé tout d'un coup du maintien de l'ordre en France? Donc, personnalité pratiquement au sommet de l'État. C'est une invraisemblance et le tour de force de Castaner aura été de partir en valorisant le clan Traoré, clan de délinquants, et en critiquant violemment la police, les forces de l'ordre en général, pour leur présupposé de racisme. Voilà en ce qui concerne Castaner. Comment a-t-il pu choisir Belloubet comme ministre de la Justice, qui a comme fait d'armes avant de partir d'avoir libéré des milliers de délinquants venant en général de l'immigration, délinquants libérés à cause, soi-disant, du coronavirus et qui vont pouvoir tout simplement perpétrer dans la joie et la bonne humeur de nouveaux méfaits. Cela est évidemment accablant. Eh bien, lorsqu'il fait un nouveau gouvernement, l'on peut imaginer que Macronor a réfléchi, se dit « bon, il faut peut-être faire un peu différemment ». Pas du tout. Il prend comme ministre de la Justice Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, dont les premières déclarations consistent à dire qu'il faut lutter contre le racisme, qu'il aime le sang mêlé. Mais Dupond-Moretti, l'on te demande simplement de rendre la justice au profit des honnêtes gens et au détriment des délinquants. C'est la seule chose que nous te demandons. Ton histoire de sang mêlé et d'antiracisme, excuse ma grossièreté, mais nous nous en tamponnons la coquillette. Nous te demandons de protéger les bonnes gens que nous sommes et d'être impitoyables pour tous ces délinquants qui fleurissent sur tout le territoire et notamment parmi les populations immigrées, puisque nous savons que la très grande majorité des prisonniers aujourd'hui, la très grande majorité vient de l'immigration. Autre aberration, Darmanin. Darmanin qui, maintenant, à l'intérieur, peut se pavaner, il a un poste magnifique, eh bien ce Darmanin a commencé, alors qu'il était sorti de rien par son député. Il a commencé par trahir son député en se présentant aux élections dans lesquelles le député voulait se présenter, que ce soit des élections locales ou des élections nationales, et en emportant donc les mandats électifs du député qu'il avait sorti de rien.
Eh bien voilà, ça c'est la reddition de tout quoque mi fili, toi aussi mon fils, tu m'as trahi. Et à peine sorti de rien, Darmanin trahissait son parti, les Républicains, qui pourtant l'avaient porté, et rejoignait LREM pour avoir évidemment un poste à cette dimension. Qui a trahi, trahira. Donc de toutes les façons, Darmanin trahira à nouveau. Mais pour le moment, Darmanin peut se pavaner. Alors pourtant qu'il est accusé, à tort ou à raison, je n'en sais rien, de problèmes de tentative de viol ou d'extorsion de fonds, avec à la clé des propositions malhonnêtes. Nous ne savons pas très bien, le dossier est très embrouillé, mais donc ce n'est pas très brillant tout de même pour Darmanin, qui est chargé des forces de l'ordre. Et autre choix extraordinaire, le renouvellement de Schiappa, la petite sorcière qui dit qu'elle fait tourner les tables en ayant des relations avec les esprits. En général, quand on fait tourner les tables, c'est que l'on est en relation avec les esprits diaboliques. C'est comme ça qu'on le dit en général. Eh bien, Schiappa est renouvelée, alors qu'en plus de ça, elle, qui était à l'égalité homme-femme, écrit des livres pornographiques qui sont la pure inégalité entre les hommes et les femmes, puisque dans la pornographie, chacun sait tout de même que l'homme, en général, est le violent épouvante, et en général, la femme est l'épouvantable victime. Eh bien, cela n'est pas grave, et Schiappa est mis dans les pattes de Darmanin, ce qui est tout de même cocasse, puisque Darmanin a un problème manifestement avec les femmes, ou en tous les cas dans un dossier où il est accusé. Tout cela promet, entre Darmanin et Schiappa, d'être, comme l'on dit, chaud, chaud, chaud. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en termes de choix de gouvernement par notre ami Macron, qui, comme le disait le grand psychiatre italien, a peut-être un véritable problème psychologique. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Notre brillant Sénat vient de sortir un rapport très important sur l'islamisation de la France, rapport dans lequel il constate que l'islamisation de la France se fait à vive allure sur tout le territoire, avec une légère protection du côté ouest de la France. Ce rapport pourrait être important, et pourtant ce rapport est une immense plaisanterie, une vaste blague, car nous savons depuis 30 ans que l'islamisation de la France se poursuit à vive allure, et le Sénat, en 2020, fait un rapport supplémentaire pour le signaler. Donc, cela fait plutôt rire, plutôt que pleurer, mais cela dit, le sujet nous fait plutôt pleurer. En effet, il est de notoriété publique, depuis donc au moins 30 ans, peut-être un peu plus, que l'islamisation de la France est un véritable fléau qui se développe à une allure accélérée et dont on ne voit pas très bien où tout cela va nous mener. Les rapports en France se suivent et se succèdent. La France est championne du monde des rapports. Nous trouvons des rapports sur tout et n'importe quoi. Nous avons la médaille d'or mondiale des rapports. Le seul problème, c'est que nous avons aussi la médaille d'or des rapports inutiles, qui sont immédiatement jetés à la poubelle et la plupart du temps lus par personne. Donc nous demandons, nous pauvres citoyens de base, simplement moins de rapports, mais plus d'action. Il ne sert à rien de dénoncer un fléau si l'on ne fait rien pour essayer de le juguler, et on a même l'impression, en ce qui concerne l'islamisation de la France, que les rapports qui se succèdent ont finalement une accélération à la clé du problème dénoncé. Alors, il faut simplement se dire que sur l'islamisation de la France, nous avons eu des milliers de livres, de documents écrits, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de tout ce que vous voulez, et rien n'a été fait
en aucune façon pour essayer de régler ce problème. Alors se pose un problème extrêmement grave lorsqu'une classe politique, point numéro 1, dénonce un problème, mais point numéro 2, ne fait rien pour régler le problème, et que, point numéro 3, tout cela a même tendance à s'accélérer. La conclusion logique, c'est que tout cela peut très mal finir. Sur ces considérations un peu tristes, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.